Alors oui, le papier que je vais vous présenter, la contribution que je vais vous présenter, fait un peu l'articulation entre ce qui a été dit ce matin sur les approches plus conceptuelles des récits et ce qui sera dit cet après-midi sur l'identification des différents récits, puisque je vais, à travers ma présentation, vous présenter aussi un récit qui sera celui de l'Europe plurielle. L'objet de cette contribution, c'était comment ce récit de l'Europe plurielle, que je vais vous présenter dans un instant, est devenu un récit central, ou relativement central, dans le récit porté par la Cour. Donc, comment c'est devenu un récit judiciaire relativement central. Pour cela, je vais présenter en deux temps. D'abord, je vais revenir un peu sur le cadre théorique et conceptuel, mais qui fera largement écho à ce qui vient d'être dit, donc je vais essayer de ne pas y passer trop de temps. Puis ensuite, je vous résumerai le papier, proprement dit, sur l'étude empirique de comment ce récit a circulé, à travers une figure particulière. Alors d'abord, en un mot, qu'est-ce que l'Europe plurielle? Pour aller vite, depuis les débuts de la construction européenne, le récit judiciaire et juridique, de façon plus générale, avait été dominé par un type de récit particulier, qui est celui que j'appellerais celui de la communauté de droit. Alors la communauté de droit, la première formalisation explicite avait été donnée par Walter Hallstein, le premier président de la Commission européenne. Donc bon, là, je m'appuie sur sa conception. C'est essentiellement un récit qui insiste sur l'autonomie du droit communautaire, sa primauté sur les droits nationaux, et qui donne un horizon fédéral à la construction européenne. Alors évidemment, il y en a différentes variantes, mais là, je m'en tiens à celui qui a forgé le terme de communauté de droit, donc Walter Hallstein. Ça a été repris ensuite par la Cour. Par contraste, le récit de l'Europe plurielle est un récit qui est plus récent, qui a pris de l'importance plus récemment, depuis une trentaine d'années, qui insiste moins sur l'unité, l'homogénéité du droit communautaire que sur la diversité des États membres, qui insiste moins sur les relations verticales, c'est-à-dire sur la primauté du droit communautaire, que sur des relations horizontales, qui voient moins le droit communautaire comme une pyramide que comme un réseau, pour reprendre cette formule. Et enfin, c'est un récit qui est en rupture avec l'horizon fédéraliste de la construction européenne, et évidemment, c'est ce qui m'intéresse en partie dans ce récit. Alors, il a connu, c'est pas un récit qui est nouveau, en un sens, c'est le récit qui est porté par les États membres depuis le début de la construction européenne, mais il a vraiment gagné en centralité ces 30 dernières années, notamment avec l'inscription du principe de subsidiarité dans le traité de Maastricht, mais aussi avec la reconnaissance de l'importance de l'identité nationale, de l'identité constitutionnelle des États membres, notamment à la Cour. C'est un récit qui est intéressant aussi parce qu'il a des usages très contrastés, et notamment, comme je le disais, comme je vais l'expliquer, il a été repris par certaines institutions européennes, notamment à la Cour, mais il a été aussi utilisé très récemment par la Pologne pour justifier son droit à mener à bien sa réforme, la réforme de son système judiciaire, qui, comme vous le savez, était un peu controversé. Donc c'est un usage qui peut être utilisé par les institutions européennes, mais aussi pour résister aux institutions européennes. C'est cette ambiguïté qui m'intéressait aussi. Et donc, dans mon papier, j'essaye de retracer à la fois comment ce récit a gagné en légitimité, comment il est rentré à la Cour, mais aussi, plus indirectement, quel est son rapport avec celui de la communauté de droit, qui était le récit antérieur de la construction européenne. Alors, pour faire ça, un mot sur mon approche. Alors, moi aussi, je me situe dans la continuité de quelqu'un qui n'est pas là et qui, pourtant, a été souvent évoqué depuis ce matin, qui est Antoine Vaucher. Je lui reprends son concept de coproduction qu'il avait mis en œuvre pour analyser la construction du récit de la communauté de droit. Il a montré que c'était une coproduction entre des universitaires, des acteurs politiques et des acteurs à la Cour. Dans les cours nationales aussi, je pense qu'il faudrait inclure. Donc je reprends le même concept pour montrer que c'est aussi ces mêmes processus qui ont permis de changer, d'introduire un nouveau récit qui est plus celui de la communauté de droit, mais qui est celui de l'Europe plurielle. Alors pour répondre tout de suite à ce que disait Antoine Bayeux tout à l'heure, effectivement ça suppose une différence entre discours savant, récit savant et discours judiciaire. Je pense qu'effectivement ce sont deux types de discours différents qui n'ont pas les mêmes objectifs, qui ne sont pas toujours portés par les mêmes acteurs, et que donc on peut étudier comment on passe de l'un à l'autre. Évidemment, ça suppose aussi de ne pas considérer les discours savants comme quelque chose de complètement clos sur lui-même, qui serait hermétique par rapport au contexte politique et social qui les entoure. Au contraire, c'est ce que je vais essayer de faire, c'est de montrer comment un récit savant
dans son contexte, a été progressivement transformé en récit judiciaire. Ce qui implique donc de s'interroger sur les modalités de traduction d'un type de récit à l'autre. Voilà, bon. Je vais m'arrêter là pour le cadre théorique, même si on pourrait aussi discuter sur de la question de l'intention qui a été évoquée tout à l'heure, mais on pourra en reparler plus tard si vous voulez. Maintenant, j'en viens au cas qui m'intéresse, qui était le mien dans cette contribution, qui est celui de l'Europe plurielle. Alors, pour étudier comment l'Europe plurielle est rentrée à la Cour, je m'intéresse dans ce papier à un acteur particulier, qui est l'ancien avocat général portugais, Miguel Poyares Maduro, qui était avocat général à la Cour de 2003-2009, et qui est une figure très intéressante pour étudier justement ce processus de coproduction, c'est-à-dire les différents types d'acteurs qui sont impliqués dans la production d'un récit judiciaire. Pourquoi? Parce que bon, c'est un juriste qui a un parcours assez flamboyant. Il a été formé à l'Institut universitaire européen, à l'IE, à Florence, dans les années 90. Il fait partie des grands théoriciens d'une théorie qui s'appelle le pluralisme constitutionnel, qui a donné la base du récit de l'Europe plurielle, qui a formalisé le récit de l'Europe plurielle, et il a été presque tout de suite après sa thèse nommé avocat général à la Cour à un âge exceptionnellement jeune. Il a été avocat général à 36 ans, c'est presque 20 ans de moins que la moyenne des autres avocats généraux. C'est un profil très particulier, et il a donc cette double casquette de théoricien et d'avocat général. Donc je vais étudier. Dans le papier, j'étudie comment il a traduit sa théorie en récit judiciaire. Un tout petit mot sur les sources. Je m'appuie évidemment sur la lecture comparative des textes. Et comme je le disais, dans l'idée de coproduction, il faut lire à la fois les textes savants, les textes académiques, mais aussi ses conclusions en tant qu'avocat général, qui sont d'autant plus intéressantes, mais ici je parle sous le contrôle de gens qui sont plus spécialistes que moi de cette question, mais l'avocat général a une position d'interface, d'intermédiaire entre les différents mondes, et donc c'était une fonction particulièrement intéressante. C'est particulièrement intéressant dans cette perspective de lire les conclusions. Je m'appuie aussi sur quelques autres types de données, alors malheureusement pas d'archives, puisque ce sont des cas trop récents pour avoir été ouverts, mais en revanche quelques entretiens, notamment avec le principal intéressé, qui ont permis de recontextualiser un peu son parcours. Alors maintenant, dans le temps qui me reste, je vais en venir à l'histoire de l'Europe plurielle plus précisément. Alors, le récit de l'Europe plurielle, c'est un récit qui est d'abord, qui a été formalisé dans les années 90 comme une théorie académique. Alors, c'est une théorie académique, mais comme je le disais, il faut la reprendre dans son contexte plus général, qui est à la fois un contexte politique. Là, je passe rapidement, mais le contexte politique du début des années 90, le débat sur le traité de Maastricht, qui évidemment marque pour nombre de politistes, enfin d'auteurs politistes, en tout cas, la fin du consensus permissif. C'est le moment où on commence à remettre en question un certain nombre d'évidences de la construction européenne jusque-là, et notamment la place du droit communautaire. Ça correspond évidemment à la manifestation la plus visible, c'est l'arrêt Maastricht de la Cour constitutionnelle allemande, qui pose le dilemme du droit communautaire à cette période, et est-ce que le récit constitutionnel, le récit de la communauté de droit, c'est-à-dire dans lequel le droit communautaire prime sur les droits nationaux, est-ce que c'est ce récit qui est toujours valable, ou est-ce qu'au contraire, ce sont les droits nationaux, les droits constitutionnels nationaux qui priment sur les droits communautaires? Ça crée un dilemme chez les juristes, qui est aussi un dilemme politique, qui constitue le contexte de l'invention, de la formalisation de cette théorie, de ce récit. Un deuxième processus sur lequel je vais là aussi passer rapidement, mais qui est important pour comprendre comment ce récit est devenu une théorie académique, c'est une période de transformation dans le champ académique du droit communautaire. C'est une période de renouvellement, et notamment c'est la période de la montée en puissance de l'Institut universitaire européen à Florence, où une nouvelle génération de juristes plus ouverts, qui essayent de renouveler les approches du droit communautaire, est formée et commence à gagner en importance autour de Florence. C'est dans ce contexte que Miguel Maduro fait connaissance ou prend contact avec une théorie qui est la théorie du pluralisme constitutionnel, qui porte ce récit de l'Europe plurielle. En effet, comme je le disais, il était lui-même étudiant à Florence à cette période, au début des années 90, et Florence est un des hauts lieux dans lesquels la théorie du pluralisme constitutionnel est
popularisé et véhiculé dans l'Union européenne. Alors, un tout petit mot sur cette théorie. C'est une réponse directe au contexte des années 90. Elle est l'œuvre à l'origine d'un juriste écossais, d'un philosophe du droit écossais qui est complètement extérieur au débat du droit communautaire, qui s'appelle Neil McCormick, qui est un philosophe du droit dans la tradition britannique, et qui s'efforce de résoudre le dilemme constitutionnel posé par le traité de Maastricht, par la situation du traité de Maastricht, mais qui a aussi, c'est pour ça que je vous en parle, un agenda politique qui est très clair. Il a été plus tard député européen, et il est intéressant parce que c'est à la fois un pro-européen, il soutient clairement la construction européenne, et en même temps c'est un nationaliste écossais. Il a été élu dans le parti le parti nationaliste écossais. Donc il essaye de développer une théorie qui lui permette de lier l'idée d'une indépendance nationale de l'Écosse et la construction européenne. Et donc il y a vraiment un projet politique qui n'est pas forcément celui des continuateurs de McCormick, mais qui est vraiment là dès le début, et qu'on retrouve directement dans ses contributions au Parlement européen. Mais je n'en parlerai pas plus ici. Dans ce contexte, donc, se développe et est formalisé ce récit dans la théorie académique du pluralisme constitutionnel. Alors, très rapidement, mais il y a trois éléments importants dans ce récit. À la fois une description nouvelle de l'Europe communautaire, qui n'est plus, comme je le disais tout à l'heure, qui n'est plus une description pyramidale de l'Europe, dans laquelle soit le droit communautaire, soit les droits nationaux devraient être hiérarchiquement supérieurs aux droits nationaux, aux droits communautaires. C'est une description horizontale pour McCormick. Tous les droits forment un réseau constitutionnel. Il n'y a pas de souverain ultime sur les questions de droit dans l'Union européenne. Deuxièmement, il y a un horizon qui est un horizon normatif derrière cette théorie. Alors chez McCormick, je l'évoquais à l'instant, c'est un horizon qui est clairement politique, qui est revendiqué de façon politique. Maduro a une approche qui est beaucoup moins politique. Ce n'est pas un militant politique, même s'il a été ministre par la suite, mais en tout cas avant son mandat à la Cour, il n'était pas activement impliqué en politique. Et c'est une vision qui, très simplement, consiste à dire que le fait qu'il n'y ait pas de souverain, qu'il n'y ait pas d'autorité ultime dans l'Union européenne pour dire, dans toutes circonstances, ce qu'est le droit, c'est une bonne chose. Simplement, pour Maduro, ça permet de mieux respecter les valeurs du constitutionnalisme, du pluralisme, etc. Donc c'est une valorisation normative de la situation qui existe à cette période. Et enfin, troisième élément, il y a aussi une logique qui permet de penser la coexistence de ces différents ordres juridiques, qui permet de comprendre que l'Union européenne ne sombre pas dans le chaos normatif. Et c'est une logique qui est à la fois institutionnelle et éthique, qui repose sur la tolérance des juges, les uns envers les autres, le dialogue, alors différentes expressions qui sont utilisées par ces auteurs. Les juges doivent être tolérants, ils doivent dialoguer les uns avec les autres, ils ne doivent pas essayer de s'imposer mutuellement des décisions qui seraient en complète contradiction avec les différentes cours. Donc ce sont ces trois éléments, la description, l'horizon et la logique du pluralisme constitutionnel, qui constituent les éléments du récit académique de l'Europe plurielle. Encore une fois, ce récit existait déjà, mais ce qui s'est passé dans les années 90, c'est sa formalisation. Pour reprendre un concept weberien, un récit juridique ou des idées juridiques sont plus efficaces, ont plus de portée quand elles ont été formalisées, c'est-à-dire rationalisées et généralisées. Ceci étant dit, dans le temps qu'il me reste, je vais rapidement vous expliquer comment ce récit académique, qui est resté purement académique à cette période, a été traduit à la Cour et rentré à la Cour, notamment dans le travail principalement à travers le travail de Miguel Maduro en tant qu'avocat général. Alors, d'abord, pour comprendre comment un récit académique est introduit à la Cour, il faut prendre un certain nombre de précautions, et là je m'appuierai sur les contributions tout à l'heure qui parlaient de récits fragmentés. Il y a un certain nombre de contraintes dans le travail de l'avocat général, bien qu'il soit en position d'interface entre différents univers. Un certain nombre de contraintes. D'abord, il ne choisit pas les affaires qui lui sont soumises, même s'il y a des nuances, et en l'occurrence, une des affaires dont je parle a fait l'objet d'un militantisme, d'un travail de lobbying
de la part de l'avocat général pour l'obtenir. Mais disons que de façon générale, les affaires ne sont pas décidées par l'avocat général. Ce qui donne donc une dimension un peu fragmentée. On trouve des éléments des récits de façon un peu dispersée, de façon beaucoup plus dispersée que ce qu'on trouve dans un texte académique où on peut synthétiser beaucoup de choses. Autre contrainte principale qui est vraiment qui est lourde sur le travail de l'avocat général, c'est évidemment le travail de mise en forme, le travail de traduction dans le langage de la cour. C'est quelque chose sur lequel les gens avec qui j'ai fait des entretiens ont beaucoup insisté. On ne peut pas simplement prendre une théorie académique et la mettre dans des conclusions de l'avocat général, ça ne marche pas. Donc il faut s'adapter, et notamment il faut s'adapter à la jurisprudence. Donc il ne peut pas y avoir, dans la façon dont ça m'a été présenté, en tout cas dans les entretiens, on ne peut pas avoir de révolution juridique brutale dans les conclusions. Ce sont plutôt des stratégies à plus ou moins long terme pour imposer des changements de jurisprudence, suggérer des changements de jurisprudence qui sont ensuite repris ou non par la Cour. Alors je ne sais pas trop où j'en suis au niveau du temps, mais pour finir... Parfait. 2 minutes. Ah oui, alors... Très bien, alors 2 minutes, je vais donc passer très rapidement. Ok. Je vais donc passer très rapidement sur les exemples proprement dits, mais disons que... Dans le papier, j'ai essayé de montrer que dans son travail d'avocat général, à partir de différentes conclusions, Miguel Maduro a repris tous les éléments de sa théorie pour en faire un récit audible à la cour. Donc d'un récit savant à un récit judiciaire. On retrouve à la fois la description de l'ordre juridique communautaire comme un réseau de normes sans normes ultimes qui auraient vocation à s'imposer toujours. Notamment, je vous renvoie à l'affaire Arcelor, à ses conclusions dans l'affaire Arcelor. Aussi, alors, bien que de façon plus subtile, on retrouve la dimension normative de son récit qui est présente directement dans ses conclusions, non pas sous la forme d'un projet politique aussi clair que chez McCormick dont je parlais tout à l'heure, mais de façon un peu plus détournée, notamment à travers la théorisation du concept d'identité constitutionnelle qui est reprise et qui est présentée dans ses conclusions, notamment dans l'affaire Michaniki, comme une nécessité qui s'impose depuis les débuts de la construction européenne. Et enfin, on retrouve aussi l'idée de logique, on retrouve tout ce vocabulaire de la tolérance, du dialogue entre les cours qui était développé dans la théorie et qu'on retrouve aussi dans les conclusions de l'avocat général. Mais pour conclure, je voudrais insister sur 2 points dans les 30 secondes qui doivent me rester. D'abord, première conclusion, ce que je voulais montrer dans une perspective socio-historique, il y a donc toujours une coproduction du récit judiciaire. C'est un récit qui est à la fois dépendant de la jurisprudence et du discours antérieur de la Cour, mais aussi tout le travail théorique et académique qui est produit autour de la Cour dans un contexte politique, encore une fois, et social particulier. Deuxième chose qui m'a frappé en étudiant plus précisément les conclusions, et dont j'ai pas le temps de développer, mais qui me semble assez clair, ce n'est pas dans son travail, l'avocat général ne reprend pas littéralement son récit académique, son récit savant. Il était obligé de le traduire en fonction des contraintes propres à l'exercice d'écrire les conclusions, et notamment sur la question du rapport entre l'Europe plurielle et le récit antérieur de la communauté de droit. Ce qui me semble assez clair dans les conclusions de Miguel Maduro, c'est qu'il essaye de combiner les deux. Plus qu'une opposition brutale entre les deux, qu'on peut trouver dans la théorie où il y a vraiment un travail de distinction entre les deux conceptions, lui, dans ses conclusions, essaye plutôt de les présenter comme complémentaires et de présenter le récit de l'Europe plurielle comme prolongeant le récit de la communauté de droit. Ce qui, évidemment, n'est pas tout à fait le cas, voire pas du tout le cas quand on lit les textes théoriques, où là, on a une opposition qui est plus tranchée. Et donc, pour vraiment conclure, il me semble qu'il faut, quand on analyse les récits judiciaires et plus généralement les récits juridiques, il faut être attentif aux différents usages dans les différents contextes, et différents contextes discursifs, pour reprendre une expression d'histoire des idées, dans lesquels ces récits sont utilisés. On peut avoir des choses assez différentes avec les mêmes éléments du même récit entre le récit de l'avocat général et le récit du gouvernement polonais qui essaye de justifier sa réforme judiciaire. Et je vous remercie de votre attention.